Petit, merci. Merci d'être tous là, merci d'être présents pour la deuxième session du concours Démosthène. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir Anne-Sophie Sebon, que vous ne connaissez pas encore, vous apprendrez à connaître, oui, comme 20 ans de maison quand même, 20 ans de ESG. Ouais, c'est très jeune. Brillante doctorante qui travaille avec un certain Frédéric Ancel sur les risques énergétiques et que vous rencontrerez peut-être au cours de votre cursus. Et puis deux, trois têtes d'honneur, enfin, pardon, deux, trois 2G, Monsieur Batman, Monsieur Stenninger. Non, c'est pas ça. Monsieur de Mereuil, au bout là-bas, qui jugeront également. Ça se perd le respect. Sans plus attendre, donc, le premier candidat, Louis Forget, par exemple. Et je vous prierai à chaque fois d'annoncer les sujets avant de commencer. Ça risque d'être des grands moments. Je pense qu'on peut partir. Donc moi j'ai tiré un sujet, franchement, la dernière personne qui l'a lu est morte d'une convulsion respiratoire parce que là, vous habitez Melun, vous venez d'échouer pour la 3e fois à votre concours de l'EGMS, séduisez une jeune et brillante personne qui vous fait face dans le bus et qui vous ramène chez votre ami qui vous héberge déjà depuis 6 mois. Là, je suis déjà essoufflé. Franchement, ce sujet-là, franchement, je pense qu'il va me correspondre parce que, enfin, selon qui a fait chaud. Donc là, faut que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée là, c'est un truc de malade, un truc extraordinaire. Mais là, ce jour-là, je me suis dit que Dieu m'avait puni, genre, en plus d'être roux. Voilà. J'ai loupé le concours de l'EGMS 3 fois, genre même un pygmée l'aurait eu, genre, et en plus j'habite Melun, genre, je sais pas si vous connaissez Melun, mais c'est une punition, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une frontière, quoi. Bon d'accord, ça peut arriver à tout le monde, mais là au bout de la 3e fois, le EG quand même aurait pu faire un geste. Enfin, voilà, j'ai quand même lâché 700 balles, voilà, donc, bref, aujourd'hui j'ai réussi ma vie, donc je suis retourné vivre à Melun et j'ai acheté une charcuterie, je suis très heureux. Non, mais Melun, faut connaître un peu, hein, c'est une métropole mondiale, hein. Derrière Loudun, d'ailleurs Loudun, vous connaissez très bien. Non, elle est au top 3 avec Jean-Sac Lapalu, hein, niveau point de vue économique. Hein, non, je suis pas là pour vous parler de Melun quand même. Et là, il faut que je vous raconte mon histoire de malade. Donc là, j'arrive dans le bus, je vois une jeune et jolie jeune fille. Donc là, je la regarde, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, bref, on se regarde. Et là, je décide de l'aborder. Et là, je me pose une question, donc là, soit je fais le dragueur relou, soit je me mets en mode un peu roux ténébreux. Alors finalement, je préfère faire le roux ténébreux, ça me va plus, c'est plus marrant. Et donc bizarrement, c'est elle qui amorce la conversation. Et elle me dit, tu reviens de l'EG? Donc là, j'étais en costume, donc oui, je reviens de l'EG. Donc elle me demande, tu as eu le concours? Donc là, je réponds, ouais, non, je l'ai pas eu. Et donc je lui demande, mais toi, ça s'est bien passé? Donc elle me fait, bah, oui, ça s'est très bien passé, mais toi, t'es un peu un loser. Je regarde, un quoi? Non, parce qu'à Melun, on parle pas anglais, non. La deuxième langue, c'est le melinois, hein, il n'y a pas de... Alors, donc on abrège la conversation sur le LG, puis je lui demande, bah, où habites-tu? Il y a un moment où c'est vital, quoi. Elle me répond Dunkerque. Donc là, je la regarde dans les yeux, je fais, mais t'es la seule fille de Dunkerque avec toutes ses dents, quand même, hein, parce que là, dans le Nord... Et donc là, on abrège, on continue à échanger sur nos villes respectives, qui sont Melun et Dunkerque, un sujet très intéressant, hein, on peut s'endormir au moins 2-3 fois. Bah, je finis par la regarder et lui lâcher quelques vers, des vers de poésie, hein, bien sûr. Donc là, je la regarde, d'un air maussade un peu, et je fais, ton regard maussade, tes cheveux en cascade, tes yeux d'azur, ton regard si pur, tu serais une parfaite conquête.
emmène-moi dans le quartier. Je finis par lui prendre la main et l'embrasser langoureusement. Non, c'est connerie. Puis le bus s'arrête. Depuis ce jour, je n'ai pas revu sa tête. Est-ce un rêve? Je ne sais pas. En tout cas, un rêve de premier choix. Non, depuis, j'ai décidé de vivre, de ne plus vivre chez mon ami qui m'hébergeait depuis 6 mois, parce que là, il y a un moment où elle me demandait de payer les factures, je me suis sauvé, quoi, c'est plus ma pote. Et comme je lui ai dit, j'ai investi, j'ai acheté un fonds de commerce, une charcuterie, non, ça marche bien, on est premier sur le boudin. Non, on va s'approvisionner toutes les 2 semaines à Rungis, franchement ça se passe bien, il y a un bon débit. Et en plus de ça, j'ai pu recycler mes annales Link. Je donne des cours, mais sur un sujet hyper intéressant. Comment ne pas rater le concours de l'ESGMS quand on vient à Melun, quand on vient de Melun. Voilà. Merci. Allez, visuel. Quoi? On va pas être demain. C'est bon? S'il vous plaît. Bon, salut à tous, merci d'être là. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tara. Et mon sujet c'est « Et si ou elle n'existait pas, comment ferez-vous pour exister ?» Bon, tout d'abord, « Et si tu n'existais pas », pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une chanson de Jodassin. Et si tu n'existais pas, comment ferais-je pour exister? Non mais sérieusement, Monsieur Ancel a vraiment cru que j'allais faire un show d'une chanson ringarde de sa vieille époque. Enfin bref, en tout cas, moi je vous épargne les trucs. J'ai bien réfléchi sur l'ampleur de mon sujet. Il peut paraître trompeur car, en le lisant, un amateur pourrait considérer que je vais parler d'une personne qui me tient à cœur. Or, je ne cherche pas la simplicité, mais l'originalité. Je ne me contenterai pas de parler de choses superfétatoires dont on sait par avance qu'on ne peut pas imaginer leur inexistence, comme par exemple, et si le téléphone portable n'existait pas, comment feriez-vous pour exister? Parce que je n'ai pas le temps, et de toutes les façons, la solution sera réglée, il finira par nous être attaché sur le poignet. Déjà que, quand il ne marche pas, on est trop en mode « Non mais ça marche pas, ça veut grave, ça me saoule !» Hashtag que les aides, je vais la pub. Alors, s'il n'existait pas... Mais je me contenterai plutôt de parler d'une chose qui, a posteriori, peut paraître toute bête, mais qui se doit d'être abordée, car son inexistence provoquerait bien des intempéries. Le temps. Et oui, le temps. Si le temps n'existait pas, comment feriez-vous pour exister? Imaginez un monde sans heures, où personne ne pourrait trouver de repères stabilisateurs. À partir de là, s'enchaînerait une série de questions ambiguës qui bouleverseraient notre existence, voire qui nous empêcheraient même d'exister. Selon vous, à quoi sert le temps? Le temps, c'est un peu ce qui empêche que tout soit donné d'emblée. Sans temps, pas de passé, pas de futur, mais juste le moment présent. Et puis ça arrêterait les galères de conjugaison. C'est vrai, c'est relou, il y en a 40 000 des conjugaisons en français. Vous vous dites sûrement que c'est effrayant, mais un monde sans temps pourrait sans doute nous apporter quelques enrichissements. Le temps, c'est source de stress et d'impatience. Regardez tous ces gens en retard dans le métro le matin qui se jettent sur les portes pour entrer, alors qu'au fond, il y a des métros toutes les 2 minutes. Mais non, nous, on veut celui qui s'apprête à partir. C'est bien mieux de courir. Regardez, déjà que quand vous voyez écrit ces 2 minutes sur le panneau d'affichage, c'est la fin de votre vie, l'attente paraît interminable. Mais si le temps n'existait pas, ces 2 minutes ne vous seraient pas communiquées et l'attente paraîtrait encore plus abominable. En fait, les gens sont un peu comme le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles, scrutant avec des yeux béants leur montre, persuadés d'être tout le temps en retard. D'ailleurs, sans temps, on serait plus swag. On pourra tous dire adieu à nos montres Rolex, Zadig et Voltaire et puis tout le blabla. Les gens, ils n'ont pas le time, ils n'ont pas le temps d'attendre. Si la notion du temps n'existait pas, le stress serait anéanti et le calme pourrait dominer. Si le temps n'existait pas, si l'heure ne faisait pas partie de notre existence, celle-ci pourrait trouver l'essence de la paisibilité. Je parlais tout à l'heure du retard. L'heure crée le retard. Sans heure, il n'y aurait pas ce stress incroyable tous les jeudis matins d'arriver en retard pour les cours de Monsieur Lafargue. Tu partirais pas le matin en oubliant ta 2e chaussure, le petit déj à la main, les yeux qui se disent bonjour, tes cheveux c'est le Bagdad, en bref, la tête sans allure, tellement t'assumes pas la school ou la leçon du mercredi. Avec une seule phrase dans ta tête qui tourne en boucle, arriver à l'heure pour le cours de Monsieur Lafargue. Oui, oui, arriver à l'heure pour le cours de Monsieur Lafargue. Parce que lui non plus, il n'a pas le time. Il attend pas que tu sois là pour te noter, absent sur sa feuille. Mais ce qui est paradoxal, c'est que s'il n'y avait pas de temps, on pourrait gagner du temps.
Sérieux, on perd du temps 2 fois par an pour le changement d'heure à se demander si on a gagné ou perdu 1 heure de temps. Mais d'un autre côté, une inexistence de l'heure pourrait causer à notre existence quelques difficultés coriaces qui équivaudraient par exemple à une absence de réveil le matin. Comment feriez-vous pour vous réveiller pour aller en cours à l'ESG? Déjà que personnellement, même en programmant 10 réveils à des intervalles de 5 minutes à chaque fois, mon esprit reste totalement absent. Alors sans heure de réveil, je pense qu'on serait tous déjà à moins 1000 sur 20 par matière, tellement notre taux d'absentéisme serait élevé. Et puis, il n'y a pas qu'au ESG qu'une absence de réveil poserait des problèmes pour se réveiller le matin. Et la belle au bois dormant, alors on n'y pense pas. Comment il aurait fait son mec pour savoir quand les 100 années se sont écoulées et qu'il est temps de la réveiller? Et puis, si le temps n'existait pas, et Cendrillon, elle serait sûrement passée au GTV, elle se serait tapée l'affiche devant tout le monde en se transformant en Souillon. Et puis, qui c'est qui aurait retrouvé son soulier en peau d'écureuil? Parce que ouais, le sens de soulier en vert, en fait il y a 2 sens. Il y a VE2RE et VAIR. Et ça c'est la peau d'écureuil. Petite phrase que vous pourrez sortir en réunion mondaine, comme ça, en culture. En fait, moi je pense que si le temps n'existait pas, notre existence ressemblerait sans hésitation à celle des gens dans les films d'action. Vous nous êtes jamais demandé comment ils font pour vivre? Ils n'ont pas d'heure les mecs, hein. Ils dorment jamais et puis ils mangent jamais. Et à propos de manger, si le temps n'existait pas, les fast-foods, ça servirait à quoi? Eh ben ça servirait plus à rien. Sauf à te laisser tout le temps de comprendre que ce que tu manges, c'est de la merde. Bon, c'est pas tout, mais il n'y a pas que la bouffe dans la vie. On ferait comment pour se mettre en mode radar? Les filles, vous savez de quoi je parle? Eh, mettez le mec à 9h. On pourrait plus utiliser l'image que de l'horloge. Si le temps n'existait pas, comment feriez-vous pour exister? Vous ne pourriez plus utiliser non plus cette excuse si pratique qu'on utilise fréquemment. J'ai pas le temps. Tu sais, quand t'as pas le temps pour les mecs relous à la sortie du métro qui te proposent des prospectus à la con ou qui viennent te demander pour faire des sondages. Ou quand t'as pas le temps pour ton prof quand il te demande pourquoi t'as pas fait ton taf. Par contre, Monsieur Ancel, il attend pour aller au zigzag ou à la soirée d'intégration. Hein. Avec ou sans temps, ça c'est pas... On pourrait plus non plus dire prends ton temps parce qu'on fonctionnerait déjà en permanence avec d'autres temps. Et puis on pourrait plus utiliser cette expression le temps c'est de l'argent. Sérieux, c'est cru dans Time Out, le mec dans Time Out, le mec qui a dit ça. En bref, ça veut dire que 100 ans, on serait déjà tous pauvres. Pourtant, il existe et on n'est pas plus riche, c'est pas pour ça qu'il pleut des billets toutes les secondes. Au final, les bienheureux dans cette histoire, s'il n'y avait pas de temps, ce seraient les cons. Parce que, comme dirait Brassens, il y en a pour qui le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Mais moi, je pense qu'en vrai, le temps, on s'en fout. Le vrai problème, c'est si Ansel Junior n'existait pas. Comment aurait-on fait pour exister? C'était la question du soir. Bonsoir. Vous m'excuserez, mais je dois y aller parce que j'ai pas le temps. C'est bon? C'est bon, je peux y aller? Merci. S'il vous plaît. Souvenez-vous, Georges Clooney, acteur et sex symbole des années 2000. En 2014, il en épousa une grande au désespoir de milliers d'autres. Les ports ont déserté petit à petit les étals de charcuterie, dont la dernière en France a fermé ses portes en 2025. Si de nombreux épicuriens aimaient se régaler de pieds de porc panés, de boudin noir ou encore de museaux vinaigrets, déplorant la fin de cette tradition culinaire, l'abandon du porc dans nos assiettes eut le mérite de mettre fin à des questions qui faisaient l'objet de débats houleux dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale concernant les menus dans les cantines. Ces problèmes sont aujourd'hui résolus et l'on peut s'en réjouir. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui, imbibés de bière et avachis dans leur canapé, regardant à la télé un match de foot passionnant, le grand classico entre Évian-Thonan-Gaillard et Guingamp, co-leader de la Ligue 1. Nos amis les porcs nous ont montré, et cela est scientifiquement prouvé, qu'ils sont dotés d'une intelligence supérieure, notamment à celle du singe. Et si les bonobos, dont vous connaissez bien évidemment la réputation, se comportent comme certains hommes, ce n'est pas de l'intelligence mais bien du mimétisme. Par contre, il est un sujet sérieux qui nous concerne et dont nous ne pouvons être fiers. Je veux parler de la transplantation de cœur de porc chez l'homme, grâce au progrès de la médecine, notamment sur les phénomènes de rejet. Mais peut-on parler de progrès
Il y a 30 ans, on tuait des porcs pour se nourrir. Maintenant, on les tue pour permettre, entre autres, à certains gravataires séniles de vivre 10 ou 20 ans plus vieux. Maintenant que personne ne se sente visé dans cette salle, je ne me permettrai pas une telle allusion. Cette question de transplantation est un sujet tabou et les médias n'en font guère écho. Aujourd'hui, la révolte est là pour dénoncer ces pratiques d'un autre temps. Hier, des condamnés survivaient des années dans les couloirs de la mort, attendant leur exécution dans souvent d'atroces souffrances. Ce temps est fort heureusement résolu. Aujourd'hui, ce sont nos amis les porcs qui végètent dans les cages exiguës de laboratoire avant d'être conduits conscients dans les blocs opératoires avant d'être éventrés. Ah oui, c'est la condition pour que l'organe convoité conserve ses propriétés médicales. C'est vrai, la transplantation de cœur porcin a fait ses preuves, puisqu'aujourd'hui le taux de réussite est de 100%, bravo la médecine. Mais au prix de combien d'animaux torturés? Cette pratique est d'autant plus inacceptable qu'elle a une solution de remplacement tout aussi efficace. Et oui, le cœur artificiel. Il est vrai aussi que la sécurité sociale affiche des déficits qu'aucun gouvernement depuis 40 ans, oui je dis bien 40 ans, n'a réussi à endiguer malgré des remboursements de soins de plus en plus restreints. Mais doit-on sacrifier nos valeurs morales à l'autel des intérêts financiers et en particulier à ceux des laboratoires, des hôpitaux ou encore de nos chères cliniques privées? Ceux-ci facturent des cœurs de porc à des prix qui leur permettent des bénéfices records et des progressions à 2 chiffres. Puisque l'on parle de morale, doit-on pratiquer des importations cardiaques à des hommes et des femmes condamnés à certains à occuper jusqu'à la fin de leur jour des lits d'hôpitaux? Pris en charge par qui? Par la sécurité sociale, dont on connaît aujourd'hui l'état financier? Doit-on condamner des êtres vivants pour en sauver d'autres qui n'en sont déjà plus dans une course à l'acharnement thérapeutique? Défendu par qui? Bien évidemment, par le lobby de ceux-là même qui s'opposent depuis des décennies à l'euthanasie. Vous n'avez pas l'impression que c'est donner de la confiture à des cochons? Aujourd'hui, au mépris de la loi, des défenseurs des droits des animaux, dont je suis le porte-parole, a pris l'initiative et la responsabilité de libérer les porcs internés dans les laboratoires. Tous ont été dispersés par groupe devant les hôpitaux, le ministère de la Santé, l'Assemblée nationale, mais également l'Élysée, après une longue marche qui a rencontré un succès inespéré. Des milliers de Parisiens et Parisiennes, mais aussi venant de toute la province de France, est venus accompagnés de leurs cochons et cochonnes de compagnie pour un défilé sans précédent. Nous étions plus d'1 million. Comment? Bon, 20 000 selon la police. Selon la police, a exigé la fin du martyre de nos compagnons à 4 pattes. Actuellement, les porcs interdisent l'accès et sortie du personnel hospitalier, du ministre, des députés à l'Assemblée et du président à l'Élysée. Nous ne reculerons devant aucune menace, fût-elle militaire, jusqu'à ce qu'un décret officialise la fin de cette barbarie. Par ailleurs, il est de plus en plus probable que les essais cliniques actuellement en cours autoriseront dans moins de 6 mois la gestation d'embryons humains par des porcs femelles. La gestation pour autrui est aujourd'hui interdite pour et par des femmes, dans le respect de la personne humaine. Le corps de la femme n'est pas marchandisable. Nous n'accepterons pas que les animaux les remplacent. Nous mènerons d'autres actions d'éclat pour que notre ouïe ne procrée pas pour autrui. Merci de votre écoute. Bonjour à toutes et à tous. Donc voici mon sujet. Donc convaincre le diable de vous laisser sortir de l'enfer. Donc tout d'abord, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à notre belle brochette de professeurs, mais malheureusement il n'y en a qu'un aujourd'hui. Donc deux et trois. Donc on les remercie et je les remercie de m'avoir fourni un sujet aussi diabolique. Je me lance. Ça y est, me voilà qu'en bas.
Toutes les routes conduisent aux enfers, disaient les Grecs. Donc comme tout le monde, je suis en enfer sans comprendre les raisons. Alors nous voici au milieu des flammes et des tortures, esquivant serpents et autres reptiles, gorgés de sournoiseries. Sans chair mais avec âme, je scrute le paysage avoisinant. Le vent transforme en tornade, l'air devient pluie, les éclairs apparaissent, comme si quelqu'un pointait le bout de son nez. Par un coup de vent maléfique, j'arrive devant une salle étrange, des peintures noires, accrochées sur un fond sombre, tels des tableaux de soulage, reflétant les flammes déchaînées grâce à un noir lumière terrifiant. Ouais, donc je prends l'air un peu romancier, mais bon, c'est pour le truc. Muni de son trident, un homme plutôt banal, mais avec un regard malicieux se présente à moi. Monsieur Lafargue. Un certain Hadès réincarné, dans toute sa splendeur, avec son acolyte en selle. Après plusieurs minutes de silence, je m'emploie et demande ma mutation côté liberté, avec succès, mais à une condition, trouver celui qui mérite davantage d'en faire que moi. Alors me voilà en partance pour notre beau pays, la France, avec en taille son soleil provençal, ses monuments, sa gastronomie, etc. De retour sur la terre ferme pour ces quelques jours, je commence mes recherches et m'intéresse à plusieurs cas de figure. Ma première idée est la suivante. Je tiens à dire qu'il n'y a aucune prise de parti politique. Cet homme essaie de gouverner, mais sans succès. Souvent comparé à un yaourt, il n'arrive pas à garder le cap, on dirait même qu'il perd le nord. Cependant, il connaît bien l'itinéraire de l'adultère. Cheveux teints ou encore cravate de travers, il fait l'unanimité dans ma liste afin de me remplacer auprès du Cerbère. Ma deuxième idée, moi, c'est la Mongo, est peut-être plus évidente. Aux yeux de la société française, il apparaît comme une figure incontournable de la débilité. Plus connu pour ses talents de grand sportif, malgré sa retraite internationale anticipée, il est déjà inscrit au palmarès de la bêtise française, voire même au livre des records. Comme il dirait, je cite, « Au niveau des sensations, il n'y a rien ressenti. » Ou encore, la retourne... Attends. La retourne... Non, j'espère que la retourne va tourner. En plus d'être restreint au niveau culturel, ou plus précisément au niveau de la langue française, il n'est pas un don de la nature avec cette balafre traversant son visage. Pauvre Zaya. Certes, ces exemples sont faciles à dénicher, ils sont au cœur de notre actualité. Mais je vous rappelle que je dois trouver une personne qui a fait terreur, c'est-à-dire qui a commis une faute ne lui permettant pas d'accéder aux portes du paradis. Je vais vous proposer maintenant Mérine, qui mérite plus qu'en faire que moi. L'ennemi public numéro 1 a tué, volé et j'en passe. Je pourrais également citer d'autres, comme Jacques Léventreur, le gang des postiches ou tous ces délinquants qui ne cessent d'enfreindre les règles de notre société. Encore un autre exemple. Si je vous dis adultère et politique, vous me dites DSK. Comment ne pas évoquer ce politique emporté par Tempête Diallo? Ce typhon de testostérone s'est averti sur le Sofitel de New York, laissant derrière lui les empreintes d'une matinée agitée. En effet, Tempête Diallo trouva chemin de Niagara DSK, qui sous la chaleur new-yorkaise déversa ses chutes au plus profond de Tempête Diallo. Malgré un panneau défense d'entrée, Niagara DSK a réussi à pénétrer au cœur de la tempête, se retrouvant ainsi dans l'œil du cyclone. Niagara DSK, rentrant chez lui après une bataille décoiffante, se réfugia auprès de Cocu Sinclair. Vous connaissez, les chutes du Niagara ne s'arrêtent jamais, tout comme Niagara DSK, enchaînant ses pratiques au Carlton sur un rythme effréné. Bref, il me semblerait qu'il y ait eu viol, or le viol est condamné. Le viol, c'est sûrement pire que la mort. N'est-il pas mieux de mourir et de vivre avec un chagrin inconsolable qui vous attirera vers les sanglots et la tristesse toute votre vie? À vous de juger. Autre exemple qui, à mes yeux, est celui qui convient le mieux et qui est peut-être plus contemporain. Les islamistes. Petit rappel, on ne devrait pas employer le terme islamiste. Ce terme désigne avant tout ceux qui pratiquent la religion islam. De plus, ces terroristes musulmans ne sont pas encore en concordance avec les principes fondamentaux islamiques. D'après Allah, quiconque aura tué un être humain sans que celui-ci ait commis un homicide ou semé le désordre sur terre sera censé avoir tué l'humanité entière. À moins d'une erreur, ces intégristes tuent, pillent, violent, etc. Bref, me revoilà pour donner mon compte rendu au frère de Zeus, Hadès. Je redescends aux enfers, ma chair disparaît à nouveau, et me voilà plus calme. Une nouvelle fois, le vent se lève, et le paysage apocalyptique se réveille lors de mon arrivée. Avant de présenter mon rapport au diable, je passe le Cerbère aux trois têtes, ce chien à méchanceté débordante, et me présente dans l'antre de l'enfer en totale panique. Au lieu de débuter par commenter mon rapport, je voudrais dire que si ce dernier ne plaît pas au diable, il me cependant possible de pénétrer aux Champs-Élysées et de jouir d'une nouvelle vie sur l'île du bienheureux. Explication. Quand vous arrivez dans l'enfer, vous pouvez essayer d'aller au paradis, mais il vous faut passer d'abord Diable Lafargue, puis Cerbère en selle. Si c'est le cas, vous arrivez sur l'île des Bienheureux, qui est le seul point de paradis de l'enfer.
Certes, cela serait exceptionnel de me donner ce privilège. J'ai droit à une seconde chance, comme Héraclès, Énée, Psyché, Orphée, etc. Je ne mène pas le Tartare, qui est un lieu d'enfer, rassemblant les plus grands criminels. Maintenant que vous avez des fautifs, diable, attirez-les en enfer et laissez mon âme se reposer aux Champs-Élysées. Je ne suis pas pour chasser, contrairement à mon énumération de criminels. Comme dirait le fondateur du taoïsme Lao Tzu, la mort attrape d'abord ceux qui courent. Alors, diable, êtes-vous convaincu? Merci. Alors, c'est ça. Donc avant de commencer, je vais vous parler de nous autres, hein, les candidats, parce que là, vous êtes assis dans l'amphi, vous n'avez pas eu grand chose à faire. Hein, je suis même presque sûr que certains d'entre vous considèrent qu'ils ont eu un véritable effort rien pour s'inscrire ici et aller sur l'extranet. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que nous, les candidats, on a un poids sur le cœur. Les sujets de Monsieur Ancel nous rongent depuis qu'il nous a distribués et jusqu'à ce qu'ils ont été écrits. Et pour ma part, ça a été un sujet, une citation de Maître Gims. Hein. Le sujet, il suffit pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag baby. Et ce sujet me mettait tous les jours la pression et c'était super bizarre dans ma tête. Il y avait Maître Gims qui me disait Va préparer ton discours, et pour écrire notre scène, va lui faire pour Démosthène. Alors, lorsque j'ai tiré mon sujet, hein, Ancel m'a tendu son petit sac. On ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et là, sans vraiment y prêter attention, j'ai vu ses yeux briller, comme ému par son stratagème machiavélique. Hein. Un sourire en coin et ses oreilles pointées. Sûrement autre chose aussi. Hein. Lui, il savait dans quoi nous nous engageons. C'est à ce moment que j'ai découvert qu'Ancel était un véritable démon. Et fringant dans son costume, je me suis dit, ah oui, ouais, le diable s'habille en... Non, en plus en Zara, ouais. Alors, le mot, l'expression swag, le swag, on entend parler dans toutes les bouches. Il est utilisé à toutes les sauces, il est adoré par certains jusqu'à même être idolâtré et même être une source d'inspiration. Je parle notamment du relativement célèbre Swagman, tout le monde en a entendu parler j'imagine. Celui qui est... Comment? Non. Celui qui est fier d'être swagué, tatoué, de la tête aux pieds. Et naturellement détesté hein, par d'autres. Et donc maintenant, qu'en est-il vraiment? Que cela signifie-t-il et d'où vient-il? Donc je pense qu'on s'entendra tous à dire que le swag est l'héritier de nombreux mots en vogue qui se définissent eux-mêmes entre eux, comme les expressions stylées, avoir la classe, chic, être branché, et qui remontent même au début de l'expression être cool. Hein. Ah oui, il y a une époque hein, où le mot cool était cool à dire. Hein. Ça devait remonter à l'époque où même mâcher du chewing-gum était stylé. Ouais, enfin bref. Alors, à quoi tous ces objectifs et expressions se réfèrent? Est-ce être en phase avec son époque et les goûts de ses contemporains? Être, comme on dit, à la mode? Justement non, et c'est ce que le père Gims nous dit. Quand il nous dit qu'il ne suffit pas d'avoir de la sape ou de la marque, il dit qu'il ne suffit pas d'avoir par exemple une canaille d'agouze ou des Air Force pour avoir du style et être considéré comme cool ou swag. Il faut y ajouter une touche personnelle, mais être en phase, en accord avec les codes contemporains les plus actuels pour coller à une attente commune vis-à-vis du style. Hein. Évidemment, un mec, il aura beau être original en portant des sandales avec des chaussettes, et il ne sera pas considéré comme un mec plutôt stylé. Hein. Justement, à ce sujet, Anna Wintour, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une icône de la mode, disait It's always about timing. If it's too soon, no one understands. If it's too late, everyone's forgotten. Donc, c'est toujours une question de timing. Si c'est trop tôt, personne ne comprend. C'est une question de trop dans le futur, on va dire. Si c'est trop tard, tout le monde oublie, enfin oublier que c'était à la mode avant et on passe pour un bolos. Donc au fond, c'est toujours sur le fond justement que ça se joue. C'est à l'attitude de jouer, c'est la personnalité qui prime. Sans ça, il n'y a rien, et c'est là justement où on retrouve le style. Et à ce sujet, Yves Saint Laurent disait les modes passent, le style est éternel, la mode est futile, le style pas.
Alors d'où vient le mot swag? Le mot swag naît aux États-Unis et surtout exprimé à la base par les populations noires, on va dire, avant d'être repris par les blancs d'Amérique. C'est drôle. Par les blancs d'Amérique et avec et après les Français, hein, évidemment, on est toujours derrière. Hein. C'est pas nous les Français qui allons inventer un truc ou créer quelque chose au niveau international. Hein. Enfin bref. Non, je plaisante. Hein. Donc que signifie-t-il? Le mot swag peut être en effet traduit en tant qu'acronyme, c'est-à-dire formé des initiales de plusieurs mots. Il en existe plusieurs pour ce terme. Et je ne sais pas vraiment s'ils sont créés dans une optique humoristique ou pas, mais il existe une traduction qui consiste à dire que ce serait, selon les Noirs, la contraction de ce something white ain't got, donc le truc que les Blancs n'ont pas en fait. Et en penchant sur la question, c'est vrai que ça me semble plutôt vrai. Hein. Prenons par exemple le domaine politique. On retrouve Barack Obama, archi-charismatique, premier président noir des États-Unis, symbole d'intégration de la population afro-américaine aux États-Unis, prix Nobel de la paix, image repris par Shepard Fairey, le créateur de la marque Obey. Enfin bref, ce mec transpire le swag, quoi. Il en a tellement qu'il le transpire, le gars. Et... Je sais pas rigoler. Et de l'autre côté, François Hollande, hein, bref, son surnom c'est Flamby, même le surnom est pourri. Donc ensuite, dans le monde du sport, donc j'ai choisi une des épreuves emblématiques du sport, le 100 mètres. On retrouve le même phénomène, hein. Usain Bolt, surnommé l'éclair, double détenteur du record du monde de vitesse sur 100 mètres. Il a même une chaussure dédiée à son nom, je sais plus mal, bon, ouais. Et à côté, Cocorico, vive la France. Lemaitre. Christophe Lemaitre, ouais. Ah, il court vite, hein. Mais je sais pas, je trouve que... Je sais pas si vous êtes d'accord, mais il manque un peu de swag, non? Et après, même dans le cadre de l'arrestation de Maître Gims, hein, il fait partie de la section d'assaut, et je sais pas si vous savez, mais il y a un blanc dedans. Et... Ah, vous connaissez, vous? Bon, voilà. Enfin, bref. Donc ainsi, le swag appartiendrait aux blacks. Et pour finir, hein, comme tout le monde, j'ai fait un tour sur Wikipédia pour pour me renseigner juste sur le swag. Et apparemment, la définition la plus suivie, la plus approuvée sur le swag serait l'acronyme de Secretly We Are Gay. Vous saviez ça? Ah ouais. Moi, c'est bien maintenant qui a rédigé le sujet sur le coming out. Hein. Arrête de côté le micro. Allez. Mathieu. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc Monsieur Ancel, il a eu la gentillesse de me donner un sujet suicide. Donc mon but, c'est de vous convaincre, de convaincre un inconnu assez vilain de ne pas se jeter d'un pont. Alors, bon, ça fait référence à une aventure qui s'est passée le mois dernier. En fait, c'est simple, c'était un mercredi soir. Je suis partie en soirée avec des amis, donc j'avais cours le lendemain, c'est pas bien. C'était quelque part dans le 5e, près de Notre-Dame. Et bref, j'avais de la chance, j'habitais pas trop loin. Du coup, j'ai décidé de rentrer à pied. Mais au moment, je suis rentrée parce que j'avais quand même le cours avec François le lendemain. Donc, mon but, c'était de rentrer le plus rapidement possible. J'avais froid, il était 3-4 heures du matin. Il n'y avait pas un chat dans les rues, ça me faisait peur quand même de rentrer toute seule aussi. Donc je marche, ma musique dans les oreilles, c'est pas très prudent. Et là, je passe, du coup, par un pont-suivi. Donc je marche toujours. Et là, je vois quoi au loin? Je vois la silhouette d'un homme sur le rebord du pont. Non mais pas que la tête penchée sur le rebord du pont. Il avait carrément les deux jambes sur la barrière du pont. Moi, j'étais un peu saoule. J'ai pas tilté sur le moment, mais j'ai eu un peu peur quand même. Je me suis dit, à quoi il joue? Enfin, s'il était funambule, je pense qu'il n'aurait pas fait. Enfin, il se serait pas amusé à cette heure-là. Et puis, je pense aussi qu'il aurait pris davantage de précautions au niveau sécurité. Donc, j'ai tilté enfin. J'ai couru. Et là, réflexe, tout va bien. Donc évidemment, comme c'était une question redondante, elle était
pour le moins inutile. Mais en plus de ça, vu la finesse que j'ai, comme j'ai débarqué d'un coup, j'ai failli le faire tomber parce que je l'ai fait sursauter. Du coup, là, il m'a regardé d'un air agacé, en même temps surpris. Et là, j'ai enfin pu voir sa tête. C'était un petit homme, j'ai 1m75, 1m80, en costume 3 pièces, à lunettes, petit brun. Et là, il m'a dit carrément vulgairement, mais casse-toi. La prépubère que t'es, elle a pas à se mêler de mes affaires. Bon, j'étais un peu vexée de la prépubère quand même. Mais évidemment, je ne l'ai pas écouté. Il a cru quoi? Que j'allais me balader dans la rue. Je vois un mec en danger, mais c'est pas grave, je vais pas le sauver. J'aurai la conscience tranquille, comme ça, et en plus, j'aurai sûrement pas de peine pour non-assistance de personnes en danger. Donc je suis quand même restée, bien évidemment, surtout pour pas avoir de peine. Hein. Et là... Et là, franchement, j'ai paniqué. Je savais pas ce qui allait se passer par la suite, parce que vous vous doutez bien, c'était la première fois que je me retrouvais dans une situation pareille. D'ailleurs, j'espère que la dernière. Donc j'ai paniqué un peu, surtout dans l'histoire, entre lui et moi. C'était lui qui était en danger, mais c'était moi qui faisais le plus pitié. J'étais comme ça, devant lui. Non, mais s'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi. Non, mais laissez-moi vous parler 5 minutes. Mais non, je sais que je connais pas votre vie, mais il me laissait pas en placer une. Donc, franchement, j'avais envie de partir. Hein. C'est juste parce que j'étais la seule personne à pouvoir le sauver que je suis restée. Mais sinon, franchement, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer. Hein. Donc je suis restée. Après, justement, le petit échange là. D'ailleurs, c'était un échange tellement rapide, c'était aussi rapide que le déplacement d'une balle dans une partie de tennis niveau professionnel. Hein. Donc finalement, c'est une conversation qui menait à rien, vu qu'il m'écoutait même pas au bout du compte. Et franchement, je me suis dit, j'ai envie de partir, je crois que je vais appeler les renforts plutôt, le SAMU ou l'ambulance, tout ce que vous voulez. Moi, je me suis dit, il va prendre peur, s'il voit qu'il y a toute une troupe qui arrive, j'ai décidé de rester plutôt, et plutôt de lui donner confiance. Et puis enfin, je lui ai dit clairement, j'ai un peu bluffé, hein. Tu sais quoi, je vais partir, je vais te laisser tranquille, là. Ça m'énerve un peu de rester là. Là, il s'est enfin calmé. Enfin, au bout de 20 minutes, hein, quand même. Moi, j'en pouvais plus. Il s'est calmé. Du coup, je me suis calmée aussi. Et là, tout d'un coup, il s'est mis à plus rien dire. Non, on aurait dit qu'il réfléchissait et qu'il se parlait à lui-même. Du coup, il a eu un blanc pendant, je sais pas, 30 secondes. Je l'ai regardé. Et là, j'ai cassé le blanc. J'ai fait, tu fumes? Il m'a hoché la tête. J'ai fait, tiens, prends. En fait, vous attendez pas à ce que je donne des clopes si facilement comme ça à la sortie. Là, c'était juste histoire de gagner 5 minutes le temps qu'il fume sa cigarette. Hein. J'ai dit, allez, viens, assis-toi, tu vas pas fumer ta clope. Debout, surtout, tu tiens en équilibre comme ça. C'est pas pratique, allez, te donne ta main. C'est bon, il s'est assis. Mais bon, malheureusement, il s'est pas assis sur le trottoir, hein, il s'est assis quand même sur le rebord du pont. Oui, il fait pas les choses à moitié. Du coup, moi j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis assise à côté de lui. Sauf que moi, je suis pas comme lui, moi j'ai le vertige, je fallait pas que je me retourne. J'avais trop peur. Du coup, moi, je lui ai dit, écoute, depuis tout à l'heure, je me permets de te tutoyer, je suis désolée, en plus, t'es plus âgé que moi, ça se fait pas trop. Mais bon, il y a forcément une raison pour laquelle t'as envie de sauter d'un coup, donc tu pourrais peut-être m'expliquer, ce serait sympa. J'ai dû attendre avant qu'il en place une, hein, parce que franchement, il voulait pas se confier à moi, ce que je comprends, il me connaît pas, j'étais une inconnue pour lui, comme lui c'était un inconnu pour moi. Et finalement, il m'a parlé, bon, max 1 minute, mais j'ai pu au moins comprendre quelques raisons de sa déprime. Et là, bon, j'ai compris certaines choses, mais pour moi, aucune raison, ça explique de vouloir se suicider. Moi, je suis carrément anti-suicide, je préfère l'optimisme que le pessimisme, donc je lui ai dit, bon, écoute, Stéphane, c'est ça? Bon, tout ce que je veux dire là, pour essayer d'être attentif, franchement, j'avais pas envie de lui sortir le petit discours, hein, mais bon, j'étais un peu obligée. Mon but, c'est pas de bouleverser ta vie, ni t'influencer en quoi que ce soit. T'avais décidé d'une chose en arrivant ici. Moi, j'ai tout gâché en t'interrompant, en te croisant par hasard, quand si c'est un hasard. Donc,
Bon, j'ai pas envie de bouleverser tes projets non plus, je t'ai promis de pas t'influencer. D'ailleurs, je te promets que dès que tu auras fini ta cigarette, je te promets que je rentre chez moi, parce que c'est tout ce que j'ai envie au bout du compte. Et si tu as envie de sauter, je te jure, je ne ferai rien. Bon, c'est clair que c'était faux. Hein, mais... Bon, écoute, là tu m'as expliqué vite fait un peu ta situation. C'est vrai, c'est un peu une situation critique. Mais bon, je pense que tu es quand même un mec assez intelligent, vu que tu m'as raconté un peu le métier que tu exerçais avant. Mais je sais pas, il y a quelque chose quand même que j'ai pas compris dans tout ce que tu m'as dit. Pour toi, ta vie elle est gâchée, parce que pour toi la vie c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Ouais, pour moi c'est un des critères. Puis c'est ton point de vue aussi, mais pour moi c'est pas ça. T'es intelligent, mais pour moi tu pousses pas ta réflexion assez loin. Moi je vais t'expliquer personnellement. Vu que j'en ai qu'à la moitié de ta cigarette, j'ai le temps de t'expliquer. Pour moi, la vie, c'est être vivant. Être vivant, pour moi, c'est un pouvoir et c'est une liberté. La liberté de pouvoir ressentir l'amour, le bonheur, tout ce que tu veux, mais aussi la déception, dans ton cas, la déprime. Moi, j'espère que ça va changer pour toi, hein, parce que si tu meurs, ça risquera pas de changer. Mais de deux, c'est aussi un pouvoir. De deux, c'est aussi un pouvoir. Pourquoi? Parce que chaque être humain, il a le choix, il a la capacité, en fait, de faire des choix tous les jours, de prendre des décisions. Et ça, personne ne pourra les faire à sa place. Je vais t'expliquer des trucs, des exemples. Déjà, chaque choix que tu vas faire, ça aura un impact sur ton futur, sur ton avenir. Moi, c'est ça qui me rend vivante. Ça peut être un truc banal. Ce soir, tu as envie de manger une pizza, tu hésites entre une 4 fromages parce que c'est ta préférée ou plutôt une reine, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Tout ça, c'est un choix, mais ça a un impact sur ton futur, vu que sur un futur très proche, jusqu'au repas de ce soir. Tu vois. Mais ça a un impact sur ton futur. Au moment où tu arrives à la cérémonie de mariage, on te demande est-ce que tu veux l'épouser, tu veux pas l'épouser. Tu as le choix entre oui et non, mais peu importe la décision que tu prendras, ça aura un impact sur ton futur aussi, tu vois. Même moi, ce soir, j'ai eu un choix à faire. Est-ce que je vais à ma soirée, mais à ce moment-là, je dors 5 heures de moins, et je me tape le cours de la forme demain. Ou alors, je reste chez moi, je dors quelques heures de plus, et je serai peut-être un peu plus en forme. Donc, en tout cas, bon, en gros, quel que soit le choix que tu vas prendre, tu vas forcément choisir celle qui va te donner le moins de regrets. Mais pour moi, tu vois, quand je t'ai croisé par hasard, et que tu as justement voulu sauter, pour moi, c'était pas une décision révolue. Pour moi, tu n'étais pas sûr à 100% de sauter, parce que je pense que si tu étais sûr à 100%, je pense que tu aurais déjà sauté bien avant que je débarque. C'est clair? Donc écoute, je suis pas médium. Je vais pas te dire que ta situation va s'arranger, ni quoi que ce soit. Et voilà, la vie c'est comme ça, faut que tu comprennes, Stéphane. Tu as des épreuves plus ou moins dures dans la vie. Mais après, toi, t'abandonnes comme ça, tout le temps. En tout cas, les épreuves, t'en auras toujours. Alors, du coup, je vais te écoute, la vie c'est comme ça, de t'apitoyer sur ton sort, des épreuves t'en auras tout le temps, et quelles qu'elles soient, tu devras forcément apprendre à les surmonter, parce que chacune d'elles, elle va te rendre plus fort, et en plus, elle va te rendre plus à même d'affronter la suivante. Imagine, toutes les personnes, elles la jouent comme toi, la Schopenhauer, en mode oui, la vie est une finalité sans fin, et si tout le monde se suicide comme ça tous les jours, je peux te dire qu'en moins d'un siècle, il restera plus que la moitié de la population, tu vois. Et un peu plus grande estime de toi, parce que franchement, là franchement tu t'apitoies sur ton sort, mais sache que chacun est unique et chacune a des richesses à apporter à quelqu'un. Bon, en ce qui me concerne, je pense qu'il valait pas grand chose ces gars. Merci. Donc finalement, il a fini sa cigarette. S'il vous plaît! Non mais sérieusement,
sa cigarette. S'il vous plaît, les gars! Je lui ai proposé une cigarette, mais en fait, je savais pas s'il fumait. Hein. Je vais essayer. Bref, il a fini sa cigarette, le Stéphane. Bon, moi j'étais fatiguée, je lui ai fait écoute, bon, c'est bon, je t'avais promis de te lâcher, je veux plus te déranger. Sauf si t'as envie de sauter, moi je vais rentrer. Et puis finalement, bah, je suis redescendue de la barrière, j'ai serré la main. Franchement, il était classe avec cette tenue. Mais du coup, je lui ai serré la main. Et du coup, je suis partie. Et franchement, je sais pas quel impact je lui ai fait. Bon, peut-être je suis forte pour empêcher quelqu'un de se suicider, mais il est quand même redescendu. Il m'a proposé de me raccompagner, quel gentleman. Et bon, jusqu'à aujourd'hui, je suis en contact avec lui. Il va bien, il est bien vivant, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai fait ma BA de l'année. Merci d'avoir été. Bonsoir à tous. S'il vous plaît! Désolé, ça va pas être aussi long que mes camarades. J'ai préparé ça ce matin, donc ça va être un peu chaud. Mon sujet, c'est fallait-il tuer Bill? Donc, poser aussi la question, quelle Bill? Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est le Bill de Kill Bill. Du coup, je me suis dit, pour préparer mon sujet, il faut que je rencontre Uma Thurman. Donc pour les incultes, c'est l'actrice dans Kill Bill. Elle aurait pu m'écrire sur ses motivations de tuer Bill, mais bon, elle n'a pas répondu au téléphone. Pourtant, c'est une ex de Stéphane Ancel et c'est lui qui m'a donné son numéro. Bref, revenons à notre ami Bill. Pour vous rappeler dans le film, en fait, il met 10 coups de couteau dans le ventre de sa femme parce qu'elle est enceinte. Et du coup, elle survit, elle décide de se venger. Ça va, hein, 10 coups de sable dans le ventre de sa femme. Quand il s'agit de tuer Bill, comment oublier ce brave Clinton? Est-ce qu'il fallait tuer? Je sais pas, mais au moins il y en a une qui a essayé. Vous connaissez tous Monica Lewinsky? Oui, non. En réalité, c'était une espionne envoyée par Al-Qaïda. Mais bon, elle a passé plus de temps sous le bureau qu'à essayer de le tuer. Bon, après, on peut pas tuer n'importe quel Bill non plus. Hein. Sans Bill Gates, on en sera encore au Minitel. Donc, bon, le Minitel, c'est l'ordinateur de l'époque. En fait, je vais pas rigoler. Donc, ensuite, tout le monde m'a dit faut absolument que tu parles de Boulet Bill. Et bon, honnêtement, dans l'amphi, quelqu'un a vu Boulet Bill, à part François Lafargue. Mais bon, malheureusement, il n'est pas là. Du coup. C'est chiant, la tête est pourrie. C'est pas on pardonne. Ça va, on pardonne. Du coup, bah, je vais finir vite. S'il y a un ou plusieurs billes dans l'amphi, que vous soyez kabyle ou non, ne vous faites pas de billes, je n'ai pas d'intention hostile. J'essaie juste d'exécuter ce sujet de façon habile, mais la seule façon que j'ai trouvée, c'est de le faire de façon débile, pour laisser une trace indélébile. Le magicien. Bon, le magicien, j'ai avant tout un nom. Je m'appelle Yacine Vitriche. Et contrairement à ce que mon nom laisse penser, je dispose de papiers de nationalité française. Je tenais juste à le préciser, hein, on sait jamais. Alors, le sujet que ma main innocente a tiré parmi ces infâmes petits bouts de papier, compilant le best-of des délires les plus malsains nés du cerveau malade de notre cher professeur, s'intitule « Quel serial killer seriez-vous » Pour l'heure, le qualificatif de tueur en série ne me correspond pas vraiment. Vous savez, je débute dans le métier et je n'ai encore qu'un seul meurtre à mon actif. Donc, c'était une immolation par le feu. Quelque chose dans ce genre-là. S'il vous plaît! Stéphane, j'ai fait attention de ne pas diriger trop la flamme vers vous afin de ne pas vous priver du peu de cheveux qu'il vous reste.
j'étais obligé de la faire. Hein. Un concours d'éloquence en vanne sur Stéphane Ancel, ça relèverait de la fiction. Hein. Un peu comme une conférence de Frédéric Ancel sans bâillement, par exemple. En vérité, ce tour était une manière assez personnelle pour moi de déclarer ma flamme ce soir. Oui, car parmi vous se trouve la femme de ma vie. Comment tu t'appelles maintenant? Non, pas toi. Oui, et toi? Agathe. Tu sais, Agathe, je brûle d'envie de mieux te connaître. Quand nous serons plus intimes, tu verras qu'on noircit souvent le portrait des gens comme moi qui commettent des assassinats. Derrière le crime se cache un homme, derrière l'irréparable se cache un cœur, et le mien sera ton royaume. Nous bâtirons ensemble un avenir heureux, et les voyages marqueront notre idylle. De Londres à Venise en passant par Loudun, notre périple sera un conte dont tu seras la princesse. Pour la Saint-Valentin, je t'apporterai tes fleurs préférées. Des orchidées, c'est toujours une belle touche de couleur sur une pierre tombale. Un jour viendra où je voudrais faire de toi mon épouse, et je te demanderai ta main. Mais je ne te garantis pas de te la rendre ensuite. Nous sortirons les soirs de semaine, boire un verre ensemble. Plus d'un en ce qui me concerne, mais pour toi, quelques gorgées de cyanure devraient suffire amplement. Tu sais, je saurai aussi te combler en matière de cadeaux. Je te ferai économiser des centaines d'euros en produits de beauté. Plus besoin de faire à paupières, tu auras des cocards gratuitement tous les jours. Le dimanche sera l'occasion de voir ta famille. Mais on ne rentrera pas trop tard. Le dimanche, le Père Lachaise ferme à 18h30. Et puis l'automne viendra. Avec lui, les remords, les disputes et les larmes. Notre rupture s'annoncera, en même temps que celle de tes ligaments croisés. Un dernier regard et ce sera la fin. Mes journées seront teintées de pluie et de chagrin. Après tout, faire le deuil de notre relation ne sera pas chose aisée avec ton cadavre dans mon jardin. Ça t'a plu, mon amour? C'est sympa. Première fois qu'on me le dit. Pour conclure ma prestation, j'aimerais citer Voltaire, qui un jour a dit « La politique est le dernier des arts et le premier des métiers ». Ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais je voulais caser une citation que c'est pas fini, ça. J'espère en tous les cas avoir su vous faire profiter de mes compétences de tueur en série ce soir en tuant le temps. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Et j'aimerais simplement dire merci à 3 personnes. Merci Stéphane Ancel. J'apprécie la dédicace, d'autant que ce monsieur est passé avec moi en entretien d'entrée à l'ESG, et par un tour de magie il est rentré. Ah, c'est vrai. Ulysse Burel? Alors bonjour à tous. Alors, quand j'ai lu mon sujet numéro 30, Décrivez le paradis, j'ai pas mal réfléchi. Décrivez le paradis. J'ai pas mal réfléchi et j'avais 2 axes possibles. Le premier, le plus rapide et sans doute le moins compliqué, était de rentrer dans une certaine caricature du paradis. Vous savez, comme dans la pub avec Clooney Malkovich. De grands escaliers blancs, de grands nuages blancs,
tout le monde vêtu de blanc, on se sera un peu cru dans une pub pour de l'eau de Javel. Du coup, je me suis lancé dans l'autre hypothèse, qui était de réfléchir un peu. Et je suis arrivé à une thèse qui était la suivante. Être au paradis, cela suppose d'être décédé. Donc, pour les gens non décédés comme nous, décrire le paradis demande de l'imagination, voire même beaucoup d'imagination. Donc on peut dire que chacun a sa vision du paradis. J'ai la mienne, Monsieur Ancel a la sienne, vous avez aussi la vôtre. Mais elles sont sans doute toutes différentes. Personnellement, j'ai une vision quelque peu négative du paradis. Et je vais vous en dire deux mots. Mais tout d'abord, revenons aux sources. Et prenons le terme paradis à sa plus basique définition. Je ne suis pas cassé, j'ai tapé paradis dans Wikipédia et je suis tombé sur ça. Le paradis représente souvent le lieu final, où les humains seront récompensés de leur bon comportement. Très bien. Donc le paradis, c'est là où les gentils, ceux qui n'ont pas fait de bêtises, se retrouvent après une longue et belle vie consacrée à aimer son prochain. Tu entre parenthèses, d'aller en enfer pour avoir violé la voisine du premier, mais passons. Le bon comportement, c'est quoi? C'est pas de luxure, pas d'envie, pas de paresse, et on peut supposer que l'ivresse n'est pas non plus très recommandée. Donc selon le monde avisé, le paradis c'est beau, c'est gentil, c'est doux, c'est calme, c'est zen, c'est bien pensant, c'est mignon, c'est poli, hashtag YOLO. Mais dans ce cas, après quelques temps de réflexion, je suis arrivé à un point de vue qui est le suivant. Excusez-moi du terme, mais il me semble qu'au paradis, on se fait carrément chier. Comme disait Mark Twain, je choisirais le paradis pour le climat et l'enfer pour la compagnie. Il n'avait pas fri, mais il avait tout compris. Évidemment, en enfer, il y a toujours le risque de tomber sur des gens un peu chelous. Entre les pédophiles, les dictateurs et les dealers de cyanure, il y a de quoi réfléchir à deux fois avant de prendre son ticket pour le 30e dessous. En tant qu'étudiant à l'ESG, quand on se balade sur les murs des vidéos sur Facebook, on comprend qu'à ce rythme-là, il y a un paquet de mecs qui vont aller faire un tour là où il y a les femmes et l'alcool. Je ne vise personne, mais je vise tout le monde. Paul Claudel a dit « Quand l'homme essaie d'imaginer le paradis sur Terre, ça fait tout de suite un enfer très convenable. » Et c'est bien là le problème. On a beau dire, c'est quand même bien du côté de l'enfer qu'on peut trouver les trucs les plus rigolos. À bien y réfléchir, le paradis c'est un peu comme une boîte de nuit sans musique, sans alcool et avec la lumière allumée. L'enjaillement est moins présent, on va pas se mentir. En plus de ça, il faut pas oublier que le paradis c'est pour l'éternité. Alors, je vais pas parler platoniquement de certains cours qu'on a pu avoir au lycée, mais chacun de nous connaît ces moments d'ennui profonds que l'on peut connaître pendant ne serait-ce qu'une ou 2 heures. On est par exemple là, actuellement, je suis convaincu que certains d'entre vous ont l'impression que mon allocution a débuté il y a plusieurs jours, alors qu'en réalité cela fait que quelques poignées de secondes. Donc ces moments d'ennui, comme je vous le disais, tout le monde les connaît. Alors imaginez que je ne cesse de parler pendant des années, pendant l'éternité. L'ennui sera à vrai dire mortel. Il semblerait qu'au paradis on connaisse le même style d'attente pour le moins paradoxal, avec l'idée qu'on se fait à première vue d'un paradis paradisiaque. Le plaisir est au paradis ce que les sexes est à un monastère. Voilà, on sait que ça existe, mais on ne le pratique pas. Alors maintenant, il y a sûrement des points positifs à aller au paradis. C'est quand même la base du concept. Par exemple, j'avoue que ça va être assez classe de pouvoir côtoyer des Steve Jobs, des Victor Hugo, des Brassens, des Einstein. C'est peut-être pas ce qu'on pourrait appeler des rois de la nuit, mais en ce qui concerne les djinns et mondains, ils auraient certainement beaucoup de choses à nous inculquer, même pour les plus cultivés d'entre nous. Alors voilà, peut-être que le paradis existe, peut-être pas, moi j'en sais rien. Peut-être qu'il y a une certaine forme de vie après la mort. Après, je pense pas que le délire soit qu'on s'est tous à poil avec une feuille de vigne au niveau du pubis, mais je pourrais rien vous assurer. À part une chose, c'est qu'il y a un grand penseur dans les années 70 qui a dit un jour un truc hyper intéressant et hyper profond, c'est qu'on ira tous au paradis. Merci. Alors, d'abord, je vais vous dire mon sujet. Vous venez de lancer avec succès l'application Est-il elle fidèle? Tapez Cocu au 6969. Vous tentez encore de... Voilà. Alors tout d'abord, concours d'éloquence, tout ça, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis plutôt là pour les meufs et tout. Plutôt là pour les zoulettes et tout, genre... Les meufs, elles sont chaudes, elles notent mon numéro, tu vois. Alors vas-y, note. Notez, mais enfin, pas tout le monde. Morgane note pas trop, tu vois, genre... Ouais, mais tu vois, basique, il faut tellement la date que vas-y, note. Note tout, mon gars, note, prends note. Enfin, voilà. Non, je suis désolé, en fait, c'est pas vraiment moi, c'est un peu mon côté Ancel, tu vois. C'est un peu mon côté c'est un peu le mec moyen, c'est grave. Enfin, ouais. En fait, j'ai un gros souci, c'est que depuis que je suis arrivé à l'ESG, je suis possédé.
possédé par un démon et c'est le démon Rancel. Donc je suis allé voir plein de prêtres et tout pour me faire exorciser et tout, et ça marche pas, tu sais. D'abord avec une Bible, un crucifix, tout, une Torah, une kippa, tout, et les mecs qui se cachent pas, tu vois. C'est pas un démon à 2 balles qui se cache vite fait. Du coup, je suis allé voir des prêtres, tout, ça n'a pas marché. Et donc c'est pas un démon pourri, tu vois. Et donc, blague de merde. Non, donc voilà, donc je suis possédé, tu vois, genre, t'as beau avoir 40-50 balais, tu vois quand même au zigzag, t'as trop la dalle, genre tu chauffes les meufs et tout, des choses. T'as l'impression. Ah, par contre, je tiens à dire, ce que je dis là, il n'est que de la science-fiction, monsieur Rancel est quelqu'un de très bien, moi je l'admire, franchement. Avec pour ses cheveux, déjà, comme on l'a dit, il en a plus que son frère, c'est la seule chose qu'il a plus de son frère d'ailleurs. Mais halte là. Halte là, car je vous rappelle quand même que c'est un concours d'éloquence. Donc éloquence, qui dit éloquence dit les grands mots, la langue de Molière, des gestes, la beauté de la parole, la beauté de la langue française. Donc calmons-nous et surtout, parce que vous commencez à partir en piquette. Enfin bon. Donc là, je suis perdu dans mon texte. Donc voilà. Ouais. Donc non, je n'ai pas envie de faire de ce concours une simple critique de monsieur Rancel, de ces candidats qui tombent dans cette facilité de critiquer tous les membres du jury, surtout monsieur Rancel, vous l'aurez remarqué. Donc je n'ai pas envie de tomber dans cette facilité-là. Donc mon sujet, donc vous l'aurez compris, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma boîte. J'ai créé ma boîte, c'est en fait c'est pour les cocus, tu vois, les cocus. T'envoies un texto 6969, est-il elle fidèle, et puis il y a un devin qui te répond, hein. Non c'est vrai, c'est Dieu et tout, c'est bon, c'est pas des conneries. Et c'est relié à là-haut et tout. Et il te répond et il te dit si oui ou non ta meuf te trompe et tout. Enfin moi, il y a que des cons qui font ce genre de trucs. Pourtant on a des bons gros clients, tu vois. Et donc voilà. Donc chers amis, le temps, chers jury, nous voilà, le jour J est arrivé. Enfin nous y sommes, le jour qu'on vous attendez tous est arrivé, mon passage. Mon passage il est là, nous voilà tous rassemblés dans ce bel amphithéâtre. Il est pas beau cet amphithéâtre, non sérieux. C'est là qu'on voit les 8 000 € qu'on a tous mis quand même. Là tu le sens là, avec les sièges en daim, les murs en marbre et tout, les plafonds de château de Versailles et tout. Enfin, vraiment c'est pour ce qu'il moi je... Et donc voilà. Mais passons cette anecdote qui vous l'aurez compris, n'est autre que de l'ironie. En effet, quel triste sort que celui de la GMS de devoir organiser son concours d'éloquence dans un vulgaire placard à balai. Mais bon, encore une fois, je ne sais pas en quoi écouter la sincérité du jury, c'est vraiment des gens dévoués et tout, ils ont organisé ce concours pour nous. C'est pas des gens, c'est un super jury, et ce n'est pas de la supercherie que de le dire. Pardon. Et donc voilà. Non mais c'est trop mal foutu mon texte, j'ai écrit un blog, j'aurais dû faire des tirets, enfin bref, je vais pas... Et donc voilà. Et donc en fait, après cette première expérience du 6-9, grande expérience, parce que un chiffre d'affaires et tout, ça grimpe, c'est vraiment un marché énorme. Et donc j'en suis arrivé à point de vue. Et donc malheureusement j'ai besoin de fonds pour créer mon entreprise, donc s'il y a des sexist shoppers comme moi dans la salle, n'hésitez pas à donner des dons, pas à l'entreprise Hansel et Gretel pour faire du plagiat, mais ça va être bien. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des dons. Et donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'en fait ce sketch, je l'ai écrit, enfin ce sketch, je comprends les vacances, j'ai essayé de trahir le gars pendant tout le temps. Et donc voilà, parce qu'en fait j'ai écrit ça tout à l'heure à un café avec mes 2 compères, Alex et Nico, vous pouvez pas applaudir, parce que moi. Voilà, merci. Je vous remercie, 2 secondes, je vous remercie. Je vous retrouve demain avec François. Donc évidemment, le ton sera beaucoup plus courtois.